Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants d'Échelon Gestion de patrimoine. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. À 1 minute de la fin, je vous ferai signe. Et après quoi, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite tout d'abord à vous présenter, puis à débuter. Allez-y. Bonjour, mon nom est Samuel Tessier. Je représente Échelon Gestion de patrimoine. Également, je suis consultant en immigration au niveau fédéral et au Québec. Moi, c'est Alex Côté, consultant en gestion de patrimoine international. Et je suis aussi consultant en immigration régie au fédéral et provincial ici au Québec. Excellent. Merci. Chers députés respectés, membres de la commission parlementaire, confrères et consoeurs, merci pour votre présence et attention cet après-midi dans le cadre de cette audition de la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020 à 2022. Aujourd'hui, nous sommes présents devant vous afin de promouvoir les mérites et accomplissements du programme des immigrants investisseurs du Québec. L'objectif de notre présentation aujourd'hui est d'encourager l'élimination du seuil de placement qui est présentement fixé à 800 par année, illustrer les retombées économiques du programme pour le gouvernement du Québec et les PME québécoises, et aussi inciter le gouvernement à poursuivre avec les périodes de réception de demandes de sélection permanente pour la période 2020 à 2022 pour le programme investisseur. Nous représentons l'intermédiaire financier partenaire en gestion de patrimoine Échelon. Échelon agit à titre de courtier en placement à des bureaux de Vancouver jusqu'à Montréal, donc c'est un 10 bureaux total. Et nous avons présentement 5,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Nous sommes nouvellement sur la liste des courtiers et des sociétés fiduciaires autorisées depuis 2016. Et d'ailleurs, Échelon s'est conformé à l'article 39 et l'article 117 selon le règlement de l'immigration au Québec. Ceci veut donc dire que nous avons maintenant une société régie aussi par l'OCSCVM en vigueur sur le sol du Québec, avec des membres du comité exécutif au Québec. Pour votre information aussi, moi-même et Samuel, comme on l'a mentionné, nous sommes aussi des consultants en immigration agréés au niveau fédéral et à la province. Donc, nous avons la chance de nous entretenir beaucoup avec les candidats investisseurs. Et la société Échelon a comme objectif d'accueillir les gens d'affaires des catégories investisseurs afin d'accompagner ces gens-là dans le déploiement de leur capital à l'intérieur du Québec et aussi de les guider dans leur nouvelle géographie d'adoption, qui est le Québec. Alors, historiquement, le programme investisseur a permis au Québec d'être un pionnier, un modèle en termes d'immigration d'affaires. Ce programme est extrêmement porteur pour l'économie québécoise pour différentes raisons que nous allons élaborer là, pendant l'exposé. Alors, notamment, en fait, on va commencer avec les bénéfices économiques liés aux PME au Québec. Donc, en fait, là, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui ont été sondés, qui ont reçu la subvention, qui ont fait des demandes de subvention, et environ 91 % des dirigeants d'entreprises interrogés affirment que l'immigration par investissement devrait être favorisée pour injecter davantage de capitaux étrangers dans l'économie du Québec. De plus, le programme permet au gouvernement du Québec d'obtenir des fonds substantiels pour financer des programmes sans hausser le fardeau fiscal sur les contribuables, ni réduire l'assiette de services. Alors, le programme Immigrants investisseurs est une formule originale et avantageuse qui permet notamment d'obtenir la subvention d'aide aux entreprises, IMIN. Donc, c'est une contribution financière non remboursable offerte aux entreprises d'ici. Les intérêts générés par le placement, donc provenant des immigrants investisseurs, est géré par Investissement Québec et sont attribués à des entreprises. Donc, selon les sommaires cumulés des retombées économiques sur le programme investisseur de juin 2000 à avril 2019, les retombées économiques là, pour les PME sont les suivantes. Donc, en fait, plus de 6 000 dossiers ont été présentés et autorisés pour une contribution financière non remboursable. C'est un total de 13 milliards de projets qui ont été présentés à Investissement Québec dans le cadre de la subvention INMIN. Et en fait, là, les retombées sont plus de 900 millions de montants d'aide autorisés par Investissement Québec sous forme de subventions qui ont été autorisées aux entreprises pour la croissance ou des projets d'expansion et principalement donc en région. Donc, la plupart des entreprises peuvent bénéficier de ce produit, qu'ils soient dans n'importe quelle phase de leur développement. Le programme d'aide aux entreprises donc ont permis de créer ou de conserver plus de 43 000 emplois selon la déclaration des entreprises et dans toutes les régions du Québec. Puisque nous sommes un intermédiaire financier accrédité par Investissement Québec, nous octroyons les recommandations vers les PME du Québec. Les seuils de placement imposés par le gouvernement nous inquiètent sérieusement, puisque les décisions du ministère de l'Immigration sortent au compte-gouttes au niveau du traitement des dossiers d'investisseurs.
étant donné les seuils de placement en place. Nous parlons d'environ 57 % de baisse par rapport à l'année précédente et une augmentation des temps d'attente là, qui est pratiquement le double au niveau des traitements des certificats de sélection. Nous croyons donc que l'impact qu'il y aura sur le programme est un ralentissement des subventions octroyées à des projets porteurs au Québec. Et donc, les volumes que nous recevons de demandes pour ces subventions sont extrêmement élevés par rapport aux subventions disponibles. En premier temps, le ministre des Finances et le gouvernement du Québec a comme objectif d'emprunter au plus bas coût possible sa dette à long terme. Donc, le bénéfice pour le gouvernement est aujourd'hui de pouvoir emprunter des sommes environ 1 milliard par année à un taux de 0 %, qui représente environ là, entre 5 et 6 % de la dette annuelle du Québec. Donc, cette dette, en fait, là, depuis le début du programme en 2000, sous la forme actuelle, a permis de lever un peu plus de 14 milliards de dettes à 0 % et donc qui ont toujours représenté là, 5 à 6 % de la dette à long terme du Québec. Alors, le gouvernement épargne plusieurs dizaines de millions de dollars en paiement d'intérêts à chaque année par la diversification de la dette via le programme investisseur. Également, en fait, il y a des frais exigibles qui sont générés par le programme. Donc, aujourd'hui, un investisseur paie 15 496 $ pour le traitement de son dossier. Et donc, évidemment, ce montant-là est récupéré 1 900 fois à chaque année. Également, il y a un programme d'aide à l'intégration des nouveaux immigrants qui s'appelle le programme PRIM, qui est en forte partie là, financé par le programme investisseur, qui permet l'insertion et le soutien là, à l'insertion des nouveaux arrivants dans d'autres programmes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par l'Institut du Québec, un organisme de réflexion qui réunit HEC Montréal, le Conference Board du Canada, qui a rendu public il y a quelques semaines une étude par rapport au seuil d'immigration nommée « Analyse des incidences démographiques et économiques ». L'étude qui avait comme objectif d'établir des seuils d'immigration optimales pour le Québec. Il va sans dire qu'une augmentation du nombre d'immigrants accroît le PIB de la province. Mais l'étude établit que le montant optimal, là, en fait, n'est pas clair pour une nation. Alors, l'Institut du Québec estime qu'il n'existe pas de seuil optimal de l'immigration. Les résultats de l'analyse, surtout ceux au niveau du PIB par habitant, indiquent que le nombre actuel de nouveaux immigrants qui devraient être admis à chaque année devrait être établi en fonction de notre capacité à les intégrer sur le marché du travail. La recommandation qui en découle donc du rapport est d'un accroissement des seuils d'immigration. Toutefois, cette intégration devrait être tenue en compte. Donc, dans ce contexte, nous recommandons aujourd'hui de ne pas imposer de seuil d'immigration sur le nombre de placements effectués par les immigrants investisseurs et ainsi utiliser un maximum de fonds générés par ce programme pour assurer notamment l'intégration en emploi des nouveaux arrivants dans la société et également la francisation des personnes qui arrivent sur le territoire du Québec. Tel qu'indiqué dans cette analyse, le nombre optimal de nouveaux immigrants que devrait accueillir le Québec annuellement devrait être établi selon notre capacité, notre volonté à les intégrer sur le marché du travail. Et donc, les fonds générés par le programme PRIM, par le biais du programme investisseur, sont une source importante de financement aux différents programmes d'intégration qui devraient donc être arrimés afin d'optimiser notre système d'immigration et éviter de faire payer la facture d'intégration aux contribuables québécois. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le but de nos représentations n'était pas seulement d'illustrer les bénéfices économiques pour le Québec, mais aussi de sensibiliser le gouvernement et encourager de poursuivre pour les périodes de réception de demandes entre 2020 et 2022. Et ce qui nous inquiète en ce moment, c'est qu'il pourrait potentiellement avoir un moratoire en vue, étant donné l'inventaire de dossiers qui est chez le Midi en ce moment et le seuil de placement qui a été mis en place. Et en fait, l'impact d'un moratoire, qu'est-ce qu'on voit pour les PME du Québec? On parle de 42 millions de dollars, perte environ de 42 millions de dollars annuellement d'aide autorisée par IQ Immigrants Investisseurs, donc les contributions financières non remboursables qui sont données à des PME. Et donc, on peut estimer environ 350 PME impactées en 2019 seulement, avec une majorité des récipiendaires ou des gens qui reçoivent ces subventions-là qui sont dans les régions du Québec. Évidemment, on va avoir une décroissance dans le fonds réservé PRIM pour l'intégration et la perte des frais exigibles pour les dossiers qui sont environ de 30 millions de dollars par année qui sont générés par le Midi, le ministère de l'Immigration. Donc, faute de temps, chers membres de la commission parlementaire, nous aimerions aussi, dans un futur proche, adresser nos propositions afin d'améliorer le programme pour les requérants et les requérantes investisseurs. Le but de ceci serait de rester compétitif sur le marché mondial et de continuer à attirer les meilleurs candidats dans notre province. Il vous reste 1 minute, M. Côté. Oui, merci. Donc, je saute tout de suite dans les conclusions. Nous sommes d'amis que le Québec peut continuer à agir à titre de pionnier dans un modèle en termes d'immigration d'affaires.
La prospérité que le programme apporte économiquement se marie parfaitement avec le gouvernement, les PME et ses contribuables. Donc, afin de poursuivre dans cette lancée, nos recommandations sont les suivantes. Ne pas imposer un seuil de placement pour les immigrants investisseurs. Ça freine en fait la limite d'accès de capital pour les PME au Québec, notamment dans les régions, qui entraînent des délais pour la réalisation des projets porteurs dans nos régions. Il est possible d'atteindre un seuil de nombre de personnes sélectionnées par le Québec, plan d'immigration 2019, sans pour autant impacter les montants autorisés par EQ. Donc, on propose de revoir en fait la répartition des immigrants permanents dans les catégories économiques au Québec. En conclusion. Et voilà, c'est tout. On est prêt pour vos questions. Merci beaucoup, M. Côté, M. Tessier, pour votre présentation. Maintenant, nous allons procéder à la période d'échange avec le gouvernement. La parole est à M. le ministre. Merci, M. le Président. M. Tessier, M. Côté, bonjour. Bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Merci pour la présentation de votre mémoire. Tout à l'heure, vous disiez qu'avec les immigrants investisseurs, c'est de l'injection de capitaux étrangers. On a vu tout à l'heure avec le groupe qui vous a précédé que, dans le fond, la majorité du 1,2 million qui est demandé, ou préalablement le 800 000 $ qui était demandé pour le programme d'immigrants investisseurs, en fait, c'est un flux monétaire qui est généré par des institutions financières canadiennes ou québécoises. Donc, il n'y a pas d'argent qui vient de l'étranger, principalement. C'est principalement un 300 000, un 350 000 qui est donné aux intermédiaires financiers. Et là, on se finance auprès des institutions financières québécoises. C'est bien ça? OK. Quand vous dites à ce moment-là qu'il y a des investissements étrangers, c'est pas vraiment le cas. Donc, en fait, je répondrai à votre position de la façon suivante. Là, il y a deux façons de voir la chose. En fait, on attire des familles fortunées, des acteurs économiques dans leur pays qui vont, dans un premier temps, faire leur injection, soit en déposant le 1,2 million en capitaux propres. Donc, certains le font. Mais la plupart des gens vont aller vers les facilités bancaires qui sont offertes par les intermédiaires financiers. Donc, en effet, l'argent nouveau qui y rentre, là, c'est souvent le montant de 350 000. Mais il ne faut pas oublier que par la suite, ces familles-là, c'est des familles qui ont été auditées par le gouvernement du Québec et qui ont établi une valeur nette importante et vont s'établir au Québec. Donc, du coup, l'impact économique va se faire aussi là, par la suite de leur établissement au Québec dans le cadre de leur installation familiale là, dans la province. Mais quand on regarde les statistiques au niveau de l'établissement là, au Québec, là, le taux de présence, il est très faible. Il est de moins de 20 %. Puis surtout, il est dans la région métropolitaine de Montréal. Lorsqu'on prend Montréal, c'est à peu près 93 % des immigrants investisseurs qui est à Montréal. Si on rajoute Laval et la Montérégie, on arrive à 97 %. Alors, ça reste concentré à Montréal, c'est pas en région. Là. En effet, les subventions sont déployées à la hauteur de 88 % en région. Cependant, les investisseurs eux-mêmes tendent à s'établir dans les capitales, en effet. Revenons là, sur les subventions. J'aimerais ça voir votre vision parce que, dans le fond, les intermédiaires financiers, eux, principalement, ils vont démarcher à l'étranger avec les contingents pour que les immigrants investisseurs appliquent sur le programme, font leur démarche avec les facilités bancaires, comme vous le dites, chargent un coût, j'imagine, fixe aux immigrants investisseurs, font un forfait complet, j'imagine. Vous déboursez X milliers de dollars. Tantôt, on parlait de 300 000 $. Et par la suite, l'intermédiaire financier, en lien avec l'immigrant investisseur, sa relation s'arrête là. Au niveau du programme d'aide pour les entreprises, comment vous expliquez que ce soit les intermédiaires financiers qui décident où va l'argent et quels dossiers sont choisis? Moi, je peux renchérir sur ça. Là. En fait, au niveau de la sélection ou de la décision qui est d'octroyer ou non la subvention, c'est fait par Investissement Québec. Donc, à titre d'intermédiaire financier, ce qu'on va faire, c'est une recommandation. Donc, on voit un certain nombre d'entreprises qui sont soit des clients des différentes firmes de courtage ou des différentes banques et qui ont des besoins de capitaux, qui ont des financements qui se vont mettre en place, des projets qui vont être lancés. Et donc, ces gens-là peuvent être admissibles. Et donc, l'intermédiaire financier va recommander là, à Investissement Québec l'octroi de la subvention. Et ensuite, la décision va venir d'Investissement Québec si le projet est porteur dans un des créneaux des industries ciblées là, par Investissement Québec. OK. Mais comment un intermédiaire financier voit le dossier? Exemple, supposons moi j'ai une entreprise là, à Belleuil dans mon comté. Puis je vais voir mon prêteur, là, XY. Comment est-ce que je suis mis en relation avec l'intermédiaire financier? Parce que, exemple, vous, là, chez Échelon, là,
c'est pas vous qui... vous n'êtes pas une banque. C'est pas vous qui avez 1,2 million par immigrant investisseur qui le prête à Investissement Québec. J'imagine, là. Je ne veux pas vous présumer, là, mais j'imagine que vous faites affaire avec une institution financière, une banque à charte ou des assureurs tout à l'heure. Donc, comment est-ce que le dossier d'un investissement vient à l'intermédiaire financier? Bien, il vient de différentes sources. A priori, il pourrait venir d'une banque. Donc, souvent, en fait, les gens sont mis à l'affût de cette subvention-là, de la disponibilité des subventions par la banque avec laquelle ils travaillent, dans un premier temps, ou encore par le biais de la BDC, Investissement Québec, ou d'autres bras financiers là, qui vont les financer ou les encadrer dans le cadre de leur démarche. Donc, souvent, ça vient par des apporteurs d'affaires. Ou sinon, c'est des clients existants chez Echelon déjà qui se font gérer leur argent chez nous. Donc, il y a une sorte de tutelle de la part de l'investisseur, de l'intermédiaire financier sur l'argent qui est amené, sur les subventions disponibles en fonction du choix de l'intermédiaire financier de financer telle demande, tel projet ou tel autre projet. Dans le fond, Investissement Québec, ultimement, c'est lui qui décide, sauf que l'intermédiaire financier a son mot à dire dans la démarche de subvention qui est non remboursable. Qu'on parraine les dossiers, mais on a beaucoup plus de dossiers que de subventions en ce moment, donc on n'est pas capable, en fait, de combler toutes les demandes qu'on a. Voilà. Tout le monde veut accéder aux subventions rattachées à ce programme-là. Les gens qui sont admissibles, bien sûr. OK. Mais au niveau de l'expertise, dans les intermédiaires financiers, comment est-ce que les intermédiaires financiers font pour savoir que ce dossier-là mériterait davantage la subvention qu'une autre entreprise qui demande un prêt? Il y a certains paramètres, en fait, qui sont mis en place par Investissement Québec, et comme, par exemple, l'exportation de produits au Québec vers l'international. Et donc, quand on voit des dossiers, par exemple, qui vont répondre à ces paramètres-là de façon très crédible, bien évidemment, c'est des dossiers qu'on va favoriser, qu'on sait qu'ils ont un haut niveau d'acceptation là, chez Investissement Québec. OK. Et quand vous dites, là, on a énormément de dossiers par rapport au nombre de subventions, vous diriez, c'est quoi votre proportion? Bien, comme je vous dis, Echelon sont fraîchement sur la liste depuis 2016, donc on n'est pas la financière Banque nationale là, qui a plus de 35 ans d'expérience là, dans le programme. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, c'est presque du 10 pour 1. On se fait écrire 10 demandes par mois et on est capable de décaisser peut-être un dossier. Et en fait, quand on le décaisse, c'est parce que ça faut que ce soit des plus petits montants, parce qu'on a des paramètres, on peut seulement financer entre 40 000 et 250 000. Donc, en ce moment, voilà, c'est la réalité qu'on travaille avec. Vu en fait, la réalité du temps de traitement des investisseurs actuellement, avec le seuil notamment, là, le seuil de placement qui a été mis en place, recevoir 250 000 de subventions pour un intermédiaire financier, ça peut être une année d'attente. Alors, du coup, comme Alex le disait, en fait, on va les décaisser à mesure qu'ils rentrent. Donc, les plus petits projets vont être priorisés pour pas attendre, en fait, une année pour décaisser une subvention de 250 000. On préfère décaisser à chaque trimestre des subventions de 50 000. En fait, le projet doit être en vigueur, donc c'est important. Si le projet n'est pas en vigueur, mais il n'est plus admissible, en fait. OK. Est-ce que certains intermédiaires financiers qui ont plus de dossiers qui sont acceptés que d'autres? C'est une excellente question. Au niveau des investisseurs? Oui. Oui, certainement. Qu'il y a des gens qui sont plus habilités à présenter des dossiers au midi pour avoir des meilleurs taux d'acceptation. Non, mais je veux dire par rapport aux subventions avec Investissement Québec. À votre connaissance? Pas à ma connaissance. OK. Je vous remercie. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions, Mme la Présidente. Monsieur le député de Masquinongé, la parole est à vous. Bienvenue avec nous. Oui, merci, c'est gentil. Faire du pouce sur la question de mon collègue ministre. En fait, on sait que la richesse est redistribuée un peu là, sous forme de subventions pour les entreprises du Québec. On a appris que c'était beaucoup en région aussi. Croyez-vous que le programme est vraiment équitable? C'est-à-dire qu'une entreprise là, qui génère des bénéfices de 100, 200, 300 000 par année, par exemple, versus une entreprise où le niveau de risque de l'entreprise, parce qu'elle est en début de cycle, là, si on veut, donc il y a un risque financier là, d'investir dans cette entreprise-là qui est plus élevé. Est-ce que vous pensez que c'est équitable? C'est-à-dire que l'entreprise qui génère des bénéfices a autant de chances de recevoir cette fameuse subvention-là qu'une entreprise qui est plus à risque?
En fait, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, une subvention peut aller jusqu'à 15 % d'un projet en démarrage. Donc, en fait, Investissement Québec a mis ce paramètre-là pour favoriser les entreprises en démarrage jusqu'à des plus grands montants de subventions là, pour les aider à lancer leur projet. Mais en effet, la profitabilité, ce n'est pas un critère aujourd'hui qui est regardé lors de l'octroi de subvention. Donc, voilà. Ça ne devient pas un peu, je vous pose la question en même temps, là, une façon, là, en développement des affaires, d'attirer des très, très gros dossiers pour les différentes institutions financières? C'est de laisser planer une certaine subvention de 200, 250 000, peu importe le niveau d'investissement que l'entreprise veut faire. Là. A priori, ça pourrait être le cas. Est-ce que ces projets-là sont plus porteurs pour l'économie du Québec que plusieurs petits projets? Je peux pas en mesure de l'établir là, aujourd'hui. Qu'il y aurait des solutions pour un peu amener une certaine équité à travers l'ensemble des entreprises du Québec, c'est-à-dire qu'une entreprise, une très petite entreprise, une TPE, une moyenne ou une grande entreprise aurait, selon toute proportion gardée, là, autant de chances une que l'autre d'avoir accès à ces subventions-là. Mais je pense que les intermédiaires financiers sont guidés par les paramètres mis en place par Investissement Québec. Donc, d'une certaine mesure, si les paramètres seraient mis en place dans ce sens, ça favoriserait, en effet, l'octroi de subventions à des plus petites entreprises en démarrage ou dans des secteurs plus risqués là, de l'économie québécoise. Merci. Dans un autre ordre d'idée, on comprend bien votre mission là, quand même. On comprend bien aussi que la baisse du seuil a un impact sur vos revenus, naturellement. Mais c'est un autre aspect qui me préoccupe, c'est-à-dire comment on fait maintenant pour garder les immigrants investisseurs ici au Québec. Est-ce que vous avez des solutions à nous proposer à ce niveau-là? Bien sûr, on sait que la rétention, je pense qu'il y a un peu de travail qui a été fait par rapport à la rétention des immigrants investisseurs. Je pense qu'il y a encore plus de travail qu'on pourrait faire. On a toutes sortes de recommandations qu'on serait prêt à partager avec le comité s'ils veulent les lire, mais voilà, d'inciter les gens à faire d'autres investissements directement dans la région du Québec en faveur de fast track ou de traiter plus rapidement leurs dossiers, d'inciter les gens à investir dans des biens fonciers ou l'immobilier ici directement. Évidemment, c'est des choses qui vont concrétiser leur rétention si les gens achètent des maisons ou investissent dans des business via des placements privés. Il y a toutes sortes de recommandations qu'on pourrait faire qui augmenteraient en fait le taux de rétention des immigrants investisseurs. Et aussi, on est en faveur aussi avec les visas temporaires là, qui avaient été proposés en fait tout à l'heure. On le voit en ce moment, les délais de traitement sont excessivement longs. Et donc, il faut donner la chance aux gens de venir découvrir c'est quoi le Québec et c'est quoi les différentes villes au Québec et leur donner une chance de venir s'établir directement dans la province. Ça va. Merci. Pas d'autres questions? Y a-t-il un autre membre du parti formant le gouvernement qui désire intervenir? Monsieur le ministre, allez-y. Oui. Je reviens là, sur ce que vous avez dit au moment là, de la subvention là, du programme des migrants investisseurs. Là, vous avez dit on décaisse, mais c'est Investissement Québec qui décaisse. C'est pas l'intermédiaire financier. C'est exact. C'était pas bien dit de ma part. OK. Parfait. Puis là, mais vous avez quand même une recommandation à faire par rapport au dossier. Je vous donne un exemple. Là. Prenons le cas là, de votre situation où vous n'êtes pas une banque. Donc, vous êtes en relation avec un Investissement Québec qui vient vous voir, qui vous dit, bon, nous, on a tel nombre de dossiers. Est-ce que, dans le cadre de votre contingentement, vous voudriez que ces entreprises-là obtiennent la subvention associée au programme? C'est comme ça que ça fonctionne? Ça pourrait dans certains cas. Ça pourrait venir d'Investissement Québec, ça pourrait venir d'une recommandation de la BDC qui est en train d'octroyer un financement dans un certain projet d'un entrepreneur au Québec. Donc, ça peut venir de différents endroits. Après ça, on va s'assurer que la documentation correspond bien aux paramètres d'Investissement Québec pour envoyer l'octroi. Aujourd'hui, les subventions sont tellement rares qu'on peut s'assurer de prendre un dossier et sur les 10 dossiers là, que M. Côté faisait référence, mais prendre lui qui a les meilleures chances et de présenter celui-là. Donc, sont initiés par vous ou par Investissement Québec? Alors, il y a toujours un financement dans le dossier parce que c'est un projet qui est en train d'être lancé. Donc, du coup, c'est certain qu'il y a une banque, Investissement Québec ou la BDC qui est derrière le projet pour financer le reste du projet. Donc, nous, c'est une subvention de 10 % qui se veut être de l'équité dans le projet. Alors, il y a de la dette là, souvent qui va être mise en place. Donc, il y a des comptables impliqués. Voilà. Que vous dites qu'il y a de l'équité dans le projet.
Qui a de l'équité dans le projet? Bien, l'entrepreneur lui-même doit mettre de l'équité en premier Ouais. temps, mais c'est une certaine façon de réduire son risque parce que la subvention va venir à l'entrepreneur. Et donc, il vient pallier, en fait, l'équité qu'il aurait dû mettre de sa poche a priori ou pas réaliser le projet du tout. Donc, il y avait deux options. Et là, la subvention vient, en fait, renchérir là, son niveau d'équité dans son projet et peut-être améliorer, en fait, là, ou faciliter le lancement de son projet. Mais ça veut dire que les institutions financières qui ont accès par le biais des intermédiaires financiers à cette subvention-là, dans le cadre d'un montage financier d'un prêt, ils vont avoir une possibilité supplémentaire de réussir à concrétiser l'entente, de venir faire le financement dans X institutions financières parce qu'ils ont accès à la subvention versus une autre institution financière qui, elle, ne participe pas ou qui n'est pas affiliée avec un intermédiaire financier, qui, elle, ne pourra pas offrir cette bonification-là au niveau de la subvention non remboursable. C'est un peu ça, là, la réalité des choses. Exact, de dire ça, que si une entreprise pourrait prendre un prêt plus risqué qu'il n'aurait pas fait normalement, mais qu'avec la subvention, serait en mesure d'octroyer ce crédit-là. Ça serait juste de le dire. Et c'est justement un des avantages des intermédiaires financiers qui ont un siège au Québec, de pouvoir bénéficier de ces subventions-là pour leurs clients et leur donner un avantage concurrentiel versus d'autres intermédiaires financiers qui ne seraient pas basés au Québec. Merci. Ça termine le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. On est maintenant rendu au bloc d'échange avec l'opposition officielle. Monsieur le député Denis Ligan, vous désirez prendre la parole? Oui. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Première question, c'est toujours par rapport au montage financier. C'est quand même intéressant de voir que vous avez beaucoup de demandes, donc 10 versus 1 décaissée. Ça veut dire que l'appétit, elle est là pour les subventions. Est-ce que c'est ça qu'on peut comprendre? C'est de l'argent gratuit non remboursable. Donc, en effet, l'appétit est important. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la nature des projets et de quelle région ils nous viennent, ces projets? Ah ben, on en a de toutes sortes, là, en fait. Est-ce que je préfère un étendu de tous les projets? Je peux vous dire que la majorité viennent de régions. En fait, on a très peu de projets qui viennent de la région métropolitaine et la raison est simple. Il y a des secteurs d'activité comme la manufacturier qui va être mis de l'avant par Investissement Québec. Et donc, les projets manufacturiers au Québec sont souvent en région, loin de la région métropolitaine. Et donc, voilà. Donc, les demandes viennent principalement de régions. Est-ce que c'est juste que je dis que le programme immigrants investisseurs aide pas mal les régions, aide pas mal le manufacturier dans les régions et améliore la rétention des employés en région et par conséquent la pérennité de nos entreprises? Tout à fait. Okay. Merci. Deuxième point, c'est par rapport, je vais vous reposer la même question, hein, parce qu'on est là justement pour comprendre aussi vos pratiques. La même question que j'ai posée à vos collègues ou vos concurrents, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, les pratiques d'éthique. Vous opérez dans pas mal de pays. Comment vous assurez d'avoir des standards de qualité au sein de votre organisation? Et c'est quoi ces standards de qualité, s'il vous plaît? Bien sûr. En fait, comme mentionné tout à l'heure, on est régi par l'OCRCVM. Donc, en fait, tout ce qui est attrait au blanchiment d'argent ou l'activité terroriste ou autre, on a des standards assez très élevés. Donc, comment qu'on assure de la qualité? Mais en premier temps, on est un plus petit joueur sur la liste. Donc, on n'a pas un contingent aussi grand que des grandes institutions financières. Donc, je pourrais dire qu'on prend le temps de rencontrer chacun des candidats qu'on va leur donner un contingent. Et étant donné aussi qu'on est consultant en immigration accrédité au Québec, dans certains cas, on peut représenter ces clients-là s'ils n'ont pas personne pour les représenter. Et je pourrais dire qu'on fait la jury comptabilité complète du candidat investisseur et on passe par tous les documents qu'on est capable de collecter. Et ça, c'est pour les contingents. Bien sûr, on opère aussi dans des marchés où les candidats parlent français d'un niveau intermédiaire B2. Donc, on a certains candidats, en fait, du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest et on va se déplacer directement avec des agents qui vont être sur place et on s'assure de tout être en place. Donc, on fait la jury comptabilité complète des revenus de ces gens-là, leurs avoirs et autres. Oui. Même question encore. Si demain, je vous dis que le gouvernement veut changer la mission de ce programme, Immigrants Investisseurs, en regardant genre de le faire à l'interne. Donc, je pense toujours à Investissement Québec parce qu'il est sur la table d'Investissement Québec. Donc, du coup, Investissement Québec, avec l'appétit qu'ils ont au niveau de l'international, voit une opportunité monétaire. Il y a de l'argent à aller chercher. Surtout gratuitement parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec les intérêts générés par ce programme. Et je vous dis, demain, le gouvernement va appuyer cette initiative de ramener et rapatrier ce programme à l'interne à Investissement Québec. Ça serait quoi votre réaction?
En fait, moi, je serais surpris de voir le fonctionnement parce que ça demande beaucoup de promotion. Là, moi et Alex, on est relativement jeunes, mais ça fait 7 ans qu'on voyage aux 4 coins du monde pour rencontrer des investisseurs. Et dans ce contexte-là, en fait, les investisseurs ne sont pas en mesure de présenter ou mettre un dossier en place seuls. Alors, il doit y avoir une représentation légale par un avocat ou un consultant d'immigration qui va les aider à mettre en place leur dossier. Et il y a toute une promotion du programme qui est derrière ça. Donc, aujourd'hui, les intermédiaires financiers agissent comme promoteurs, si on peut dire, du projet. Où vont promouvoir le programme auprès d'intervenants légaux, que ce soit des avocats ou des consultants d'immigration aux 4 coins du monde. Et cette promotion-là, en fait, je pense qu'elle est véhiculée, coûte cher, demande des gens compétents là, pour faire les représentations, les conférences dans des hôtels aux 4 coins du monde. Et cette portion-là, en fait, là, qui revient aux intermédiaires financiers aujourd'hui, je pense que ce serait difficile la faire d'une façon aussi vigoureuse, disons, là, avec des employés d'État. Dernière question, parce que je sais que ma collègue a une autre question. Est-ce que les entreprises à qui vous octroyez une subvention sont au courant de la provenance de la subvention? Bien sûr. En fait, on le promouvoit et on leur dit exactement la source des fonds, comment que ça fonctionne. Et voilà, à chaque fois, les gens trouvent que c'est un excellent programme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe ici au Québec. Et les gens sont très reconnaissants et on commence à collecter, en fait, le plus qu'on peut des témoignages, en fait, des PME qui en ont bénéficié et comment ils sont contents de ce programme-là. Donc, nos PME en région savent que l'argent vient de l'étranger, d'un investisseur étranger qui a cru dans l'économie québécoise et qui a placé 1,2, ça va être 1,2, qui a placé 800 000 dans l'économie québécoise. Oui, je prends le temps de leur dire exactement la provenance et comment que ça fonctionne. Oui, merci. Je t'en prie. Très bien, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Dites-moi, Madame la Présidente, 4 minutes 30. merci. Messieurs, bonjour. Ceux qui étaient là avant vous nous disaient que la compétition pour justement avoir ces investisseurs-là chez nous était féroce. Vous nous le confirmez? C'est difficile d'aller recruter des gens à l'étranger? On parle de gens, si on dit quelqu'un de aisé, quelqu'un de fortuné qui a des avoirs en excédent d'1 million de dollars américains, disons, on peut se dire qu'il y a un mouvement ou un flux de gens, environ 50 000 familles ont changé de juridiction, ont changé de géographie d'adoption l'année passée. Et tout le monde, tous les pays ou dans certains cas les provinces se battent en fait pour accueillir ces gens-là chez eux. Et pourquoi on choisit le Québec? Bon, je pourrais vous donner les motivations, ça me ferait grand plaisir. En premier temps, on pourrait dire la sécurité. En fait, dans certains cas, les candidats vivent dans des géographies d'adoption un peu instables. Donc, les gens recherchent à mettre ça dans le passé et déménager une place où c'est plus une inquiétude au quotidien. En deuxième temps, il y a l'éducation. L'éducation ici au Québec est très attrayante pour différentes raisons. Et donc, ils veulent épanouir leurs enfants directement ici au Québec. Et on pourrait dire, dans certains cas, c'est des possibilités commerciales ou des motivations qui sont plus entrepreneuriales. Donc, les gens choisissent le programme investisseur comme investissement passif parce qu'ils ne veulent pas les contraintes d'un programme d'investissement actif comme le programme Entrepreneur Québec, mais pourraient décider de faire une aventure entrepreneuriale en palliant le programme investisseur. Par exemple, pour aller en Ontario, en Colombie-Britannique, pourquoi ils choisissent le Québec? Parce que la sécurité, ils l'ont là-bas aussi, les bonnes écoles et tout ça. Pourquoi le Québec? Je pourrais dire que je pense que c'est plus pluraliste, dépendamment d'autres provinces. Il y a les gens qui sont attraits par le côté plus européen, le fil européen du Québec. Il y a des gens qui aiment la proximité, en fait, de New York et de d'autres Chicago, de d'autres villes qui pourraient avoir des opportunités commerciales avec. Donc, des fois, c'est question de géographie. Je me demandais, je regardais, vous dites, nous avons assuré le service de plus de 100 familles fortunées venant d'Algérie, Arabie Saoudite, Bangladesh, Iran, Maroc, Sénégal, entre autres, beaucoup de Chinois, mais beaucoup d'Africains, en tout cas francophones, des gens d'Arabie Saoudite. Ce qui s'est passé durant les 6 derniers mois là, au Québec, cette loi sur la laïcité, la baisse des seuils, les 18 000 dossiers qu'on a mis à la poubelle, est-ce que ça rend votre pitch de vente, si je puis dire, un peu plus difficile? Je répondrais en disant que non, en fait. Souvent, dans ces pays, on parle de familles aisées, fortunées. Hein, donc, les gens qui peuvent être admissibles dans le programme, ce n'est pas des propriétaires terriens, des héritiers. Donc, c'est des gens, des entrepreneurs, des acteurs économiques. Et j'ai pas vu de réticence d'aucun investisseur. Au contraire, en fait.
l'instabilité qu'ils voient dans leur pays est souvent causée par ce manque de pluralisme dans leur société. Donc, les sociétés sont opaques, sont gérées par... il n'y a pas de séparation entre la politique et la religion, et qui crée beaucoup d'instabilité entre différentes factions dans leur pays. Et donc, en voyant la laïcité du Québec, au contraire, ça peut être un encouragement même pour certaines familles des pays que vous avez mentionnés qui ont vu la radicalité, là, qu'est-ce que ça peut donner. Il reste 1 minute au bloc d'échange. C'est bon à savoir. Et donc, et donc, évidemment, le facteur, le fait que ce soit francophone, j'imagine que ça joue une différence aussi. Bien sûr, dans certains cas, les candidats ont eu de l'expérience avec le français à un certain moment dans leur vie. Et nous, étant donné les incitatifs, on pourrait dire positifs des candidats qui parlent le français, on cible vraiment des gens ou des gens d'affaires qui ont une capacité intermédiaire de parler le français. C'est qu'est-ce qu'on sollicite. Et d'ailleurs, on peut faire un point sur la rétention là, qui est familique dans beaucoup de catégories ou de beaucoup de provenances, notamment de la Chine là, qui domine le programme investisseur. Cependant, quand on regarde d'autres catégories, si on sépare par pays, en fait, il y a des pays où, par exemple, si on prend les francophones, qui était une mesure qui a été adoptée assez récemment, la rétention est au-dessus de 90 %. Donc, c'est très rare là, qu'un Marocain francophone va aller s'établir en Ontario. Au contraire, il a choisi le Québec pour le français et donc, du coup, il va y rester là, dans la grande majorité des cas. Ça termine le bloc d'échange avec l'opposition officielle. On est rendu au deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, vous avez 2 minutes 30. Oui, merci. Allez-y. Bonjour. Écoutez, on apprend que le niveau de fiscalité au travail de ces immigrés investisseurs est très faible. Comparé à l'investissement, bien évidemment. Est-ce que vous avez des évaluations qui nous disent c'est quoi l'apport fiscal de ces investisseurs au Québec? De données là-dessus, mais il faut prendre en considération que le programme investisseur, c'est un programme d'investissement passif dans lequel on donne le luxe, si on veut, là, aux gens de faire un investissement passif avec Investissement Québec et ne pas leur mettre une immigration conditionnelle, en fait, à la mise en place d'une entreprise au Québec, par exemple, ou avoir un emploi au Canada ou au Québec. Donc, du coup, évidemment, c'est des gens qui ont pas d'obligation commerciale avec le Canada, ce qui rend la statistique là, très faible au niveau de la fiscalité qui est payée au Canada suivant leur établissement. OK. Dites-moi, là, on sait que près du tiers des revenus de placement du programme vont dans les institutions, les intermédiaires, etc. Là. Ce qui est quand même beaucoup, là, un tiers. Est-ce que vous pensez que cela fragilise ces programmes-là aux yeux des décideurs politiques, de l'opinion publique, etc.? Certainement que la position pourrait être divisée maintenant de voir le coût de monter des dossiers investisseurs aujourd'hui, de se rendre chez ces investisseurs, d'aller une fois, des fois 2 fois les rencontrer pour s'assurer d'avoir un bon dossier auprès du ministère. Les chiffres tantôt que nos confrères là, avançaient, en effet, là, il y a environ 100 000 sur un dossier qui est disponible, mais à ça s'attachent des dépenses, évidemment, pour faire justement le contrôle, le due diligence, la mise en place d'un dossier conforme, adresser les différentes préoccupations du ministère quand vient le temps de traiter les investisseurs. Tout ça prend du temps et prend de l'argent en termes de déplacement, des hôtels, etc. Donc, mettre un dossier en place, ça a un coût qui peut aller jusqu'à 50 % de cette marge-là. Là. Conclusion. Et donc, voilà. C'est seulement l'opération. Là, on parle tout de ce qui est prospection, promouvoir le programme, se déplacer dans différentes juridictions. Et donc, il y a plusieurs frais engendrés dans ces voyages-là, si on veut. Merci beaucoup. Ça termine le bloc d'échange. Madame la députée de Gaspé, 2 minutes 30. Allez-y. Top chrono. Merci. Bonjour, messieurs. Merci de votre présence. J'aimerais qu'on revienne à la base parce que vous avez dit que vous étiez consultant en immigration. Alors, j'aimerais qu'on en profite pour connaître votre opinion sur ce que devrait être le seuil d'immigration dans un monde idéal dans cette présente planification. Excellent. Ça va me faire plaisir d'y répondre. En fait, il y a deux grands pans d'or qu'on voit là, en fait, entre l'intégration des travailleurs qualifiés et le programme PRIME. Donc, il y a un arrimage, là, selon nous, à y avoir entre les fonds qui sont reçus d'investisseurs au niveau du programme d'investissement passif, qui est le programme immigrant investisseur,
qui vont vers le programme PRIME, vers une relocalisation, là, en fait, des fonds vers l'intégration des travailleurs qualifiés. Alors, les seuils devraient être établis, en fait, là, entre une répartition entre ces deux programmes et, en fait, le mariage entre les deux, en fait, c'est ce qui rend l'immigration optimale, en fait. Donc, les fonds de 1 qui sont très rentables vont aller financer l'intégration des nouveaux arrivants de l'autre côté ou qui ont besoin de beaucoup plus de fonds pour être intégrés versus quelques investisseurs, là, que leur intégration est beaucoup plus facile. Alors, voilà. Donc, le mariage entre les deux, là, ça vient d'une répartition entre ces deux programmes. Donc, c'est pour ça que vous priorisez dans vos recommandations plutôt d'y aller avec une différente répartition de l'immigration ou des catégories d'immigrants et donc de ne pas y aller avec une hausse des seuils nécessairement, mais plutôt dans la répartition. Mais dans ce cas-ci, comment vous voyez la part de l'immigration économique dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre au Québec? Quelle est votre opinion par rapport à ça? Eh bien, en fait, c'est clé. C'est probablement la seule solution. Donc, à cette base-là, les seuils, ce serait faux de dire qu'on pense que les seuils devraient être maintenus. Au contraire, les seuils devraient être augmentés, mais augmentés d'une façon proportionnelle entre ces deux programmes pour assurer l'intégration des nouveaux arrivants via le programme PRIME et également via les subventions là, qui sont déployées dans les PME. En fait, dans le passé, il n'y avait pas de seuil de placement pour les immigrants investisseurs. C'est de l'argent gratuit que les gens investissent, qui nous donnent gratuitement pour la dette du Québec, entre autres, et AIQ. Et donc, on ne pense pas qu'on va mettre de seuil sur ces fonds-là, en fait. Bien, donc, c'est ça pour vous. Tout ce qui est la demande de résidence, par exemple, ou de pouvoir s'établir, vous pensez que ça devrait être fait vraiment proportionnellement, malgré qu'on connaît le contexte actuel là, de la pénurie de main-d'œuvre? Ça conclut le bloc d'échange. Merci pour votre présence, M. Côté, M. Tessier. Très apprécié. Je suspends les travaux quelques instants pour permettre au prochain groupe de prendre place.